Bonjour, mon nom est Eve-Marie Girard. Je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un podcast qui porte sur les hémorragies digestives hautes. Ensemble, nous aborderons leur présentation clinique, leur étiologie, les étapes de leur prise en charge et leur traitement. Par définition, une hémorragie digestive haute consiste en un saignement provenant de la rupture d'un vaisseau sanguin du tube digestif en amont de l'angle de 13. Un tel saignement peut se présenter cliniquement par de l'hématémèse, une douleur épigastrique et du mélénat. Toutefois, si le saignement est très important et ou le transit intestinal rapide, le sang n'aura pas le temps d'être digéré et se manifestera plutôt par des rectorragies. Souvent, le patient présentera aussi des signes et symptômes reliés à la diminution du volume circulant, la présence d'orthostatisme, d'étourdissement, de vertige et même de syncope associée au changement de position laisse deviner une perte d'environ 20% du volume sanguin. L'hypotension artérielle apparaît lorsque le patient a perdu 30% de son volume circulant. Une telle baisse de pression sanguine peut entraîner une tachycardie réflexe qui vise à maintenir une perfusion suffisante aux organes cibles. C'est à partir d'une perte de plus de 40% du volume sanguin qu'un choc hypovolémique se déclare. Il se manifeste par une pâleur, des sueurs, des extrémités froides, une hypotension artérielle importante et même parfois une altération de l'état de conscience. Les patients atteints de comorbidité sont les plus à risque de décéder suite à ce type d'hémorragie. On regroupe les différentes causes d'hémorragie digestive haute en deux catégories. Cette classification est importante puisqu'elle influence les traitements qui seront appliqués subséquemment. La première classe est celle des hémorragies varicielles, qui sont secondaires à la rupture d'une varice œsophagienne ou gastrique causée par une hypertension portale. L'hypertension portale est habituellement le résultat d'une pathologie hépatique, dont la plus fréquente est la cirrhose. Plus fréquemment, l'hémorragie est due à une cause non varicielle. Cette deuxième catégorie résulte de l'érosion d'un vaisseau de la muqueuse gastrique par une lésion ulcéreuse. La majorité de ce type d'hémorragie est causée par des ulcères peptiques. D'autres pathologies qui peuvent entraîner une hémorragie non varicielle sont une déchirure de Mallory West qui implique une lésion de la muqueuse du cardia causée par des efforts de vomissement, une gastrite causée par des agents qui perturbent la barrière de protection de la muqueuse y entraînant ainsi des érosions. Nommons comme exemple l'alcool et les AINS, une tumeur de l'estomac ou de l'œsophage, une lésion de Dieu-la-foi qui consiste en un vaisseau sous-muqueux dilaté qui érode l'épithélium sous-jacent, et cela en l'absence d'un ulcère primaire. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, on vise d'abord à minimiser l'ischémie des organes en rétablissant une perfusion et une oxygénation corporelle adéquate. Pour ce faire, on installe d'abord une lunette nasale ou un ventimasque. On effectue ensuite un remplissage vasculaire en installant un cathéter d'un diamètre minimum de 16 jauges sur chaque bras. Le remplacement plasmatique peut être effectué à l'aide d'un soluté isoosmolaire de type NaCl.9 ou encore d'une solution de lactate ringé. Il est possible d'estimer la quantité de sang perdu à partir des signes et symptômes que présente le patient. Des bolus de 500 cc à 1 litre, en plus d'un soluté de base, est nécessaire. Si le choc est réfractaire à la réanimation volumique initiale, des transfusions de globulaires sont requises. Une hémoglobine d'au moins 80 g par litre doit être maintenue. Un vasoconstricteur périphérique, comme la norépinéphrine, pourrait être utilisé en dernier recours en attendant un traitement définitif du saignement. Une fois le patient stabilisé, on peut procéder à l'anamnèse et à l'examen physique afin d'identifier la cause de l'hémorragie. Au questionnaire, on recherche des éléments qui auraient pu prédisposer le patient à une hémorragie de type varicielle ou non varicielle. Le facteur de risque majeur pour une hémorragie varicielle est une maladie hépatique. Si le patient n'est pas connu pour ce type de pathologie, on peut tenter de l'identifier via ses signes et symptômes habituels comme l'acide, l'ictère, l'angiome stellaire, l'hépatomégalie et la circulation abdominale collatérale. On s'intéressera plutôt à des antécédents de maladies acidopeptiques, de prise d'aspirine, d'AINS, d'anticoagulants ou d'antiplaquettaires pour cerner une hémorragie de type non varicielle. Ensuite,
La mise en place d'une sonde nasogastrique nous permet de rechercher la présence de sang dans l'estomac. Attention, un résultat négatif à ce test ne permet toutefois pas d'éliminer le diagnostic d'hémorragie digestive haute, surtout en absence de bile dans le liquide. En effet, un segment duodénal, par exemple, n'entraînerait pas la présence de sang dans l'estomac. La sonde nasogastrique permet aussi de vider l'estomac, ce qui aide à soulager certains inconforts du patient comme la nausée. Cette vidange gastrique permet également de réduire le risque d'aspiration bronchique dans le cas où l'état de conscience du patient a été altéré par le choc hémorragique. De plus, un estomac vide sera beaucoup plus facile à visualiser lors de l'endoscopie, qui sera effectuée subséquemment. Rarement, la vidange gastrique peut également être effectuée à l'aide d'un pot kinétique, comme l'érythromycine, 1 à 3 mg par kg IV. On doit demander une formule sanguine complète, un bilan rénal et hépatique, une glycémie, un INR et un temps de prothrombine. Ce bilan biologique doit être effectué à l'arrivée du patient, puis répété aux 6 à 12 heures. Il est également essentiel de demander de mettre des culots en réserve. La prochaine étape de la prise en charge est la thérapie médicamenteuse, qui a pour objectif de contrôler de façon temporaire l'hémorragie. Ces traitements sont habituellement débutés empiriquement, selon la cause présumée de l'hémorragie. Leur pertinence sera réévaluée à la lumière des découvertes réalisées à l'endoscopie. Pour faire cesser une hémorragie varicielle, il faut diminuer la pression dans les varices. L'administration IV de vasoconstricteurs spécifiques au réseau splanchnique, comme la somatostatine, permet de dériver le sang de la circulation splanchnique vers la circulation systémique. Il s'ensuit une diminution de l'afflux sanguin dans les varices digestives et l'arrêt du saignement. Quant à elle, l'hémorragie non varicielle est traitée à l'aide d'IPP qui, en augmentant le pH gastrique, protège le clou plaquettaire formé au niveau de l'ulcère de la fibrinolyse. On considère actuellement que 80 mg de pantoprazole IV, suivi d'une perfusion de 8 mg par heure pour 3 jours, est le traitement le plus efficace pour un ulcère qui saigne de façon abondante et ou pour un patient avec des comorbidités importantes. Pour les patients qui n'ont pas un saignement actif ou de facteurs les rendant à risque d'un ressaignement, comme un vaisseau visible à l'examen de la muqueuse, on pourra opter pour l'oméprazole oral 80 mg par jour durant 5 jours, qui est un traitement moins coûteux. Il est maintenant possible de procéder à l'endoscopie. Une endoscopie réalisée dans les 24 premières heures après l'admission du patient diminue le taux de ressaignement, le besoin de recourir à des techniques chirurgicales complexes et la mortalité des patients souffrant d'une hémorragie digestive haute. Cette méthode d'imagerie permet d'établir la cause du saignement dans plus de 90% des cas. L'endoscope sert également à effectuer certaines manœuvres thérapeutiques qui permettent de régler plusieurs causes de saignement digestif haut. Par exemple, pour un ulcère peptique, on procède souvent à l'injection d'épinéphrine dans la région hémorragique afin de clarifier le site de saignement, puis on effectue une hémostase thermale par électrocoagulation bipolaire ou à l'aide d'une sonde chauffante. Un autre exemple est la ligature par bande élastique, qui est particulièrement efficace pour une varice ésophagienne. La thérapie par endoscopie est efficace pour environ 85% des patients. Une angiographie ainsi qu'un rayon X ou un CT thoracique peuvent être utiles comme technique diagnostique si la cause du saignement n'est pas identifiée par l'endoscope. En cas d'échec de l'intervention primaire par endoscope, on peut d'abord tenter de répéter le même traitement. Si ce saignement variciel persiste toujours, on a alors recours à des techniques plus invasives. L'une des options est l'introduction par voie nasale ou buccale d'un tube de plastique dans le tube digestif supérieur. Celui-ci est doté d'un ballon gonflable à son extrémité distale qui compresse les vaisseaux avoisinants, empêchant ainsi le retour veineux abdominal vers l'origine du saignement. Deux types de tubes existent. Celui de Blackmore, dont le ballon est situé au niveau de la jonction gastro-ésophagienne et sert donc au traitement des varices ésophagiennes, et celui de Linton, dont le ballon est de plus grand volume afin de combler la cavité gastrique et ainsi cesser le saignement de varices gastriques. Pour traiter un saignement variciel persistant, on peut aussi avoir recours à une dérivation portosystémique habituellement réalisée par TIPS. Cette intervention permet la mise en place d'une prothèse vasculaire intrahépatique qui dérive le flot portal directement dans les veines sushépatiques, ce qui permet de faire diminuer la pression portale. Quant à elle, une hémorragie d'origine non varicielle, qui ne répond pas au traitement par endoscopie, sera soumise à une artériographie avec embolisation du vaisseau hémorragique.
La laparotomie avec suture chirurgicale du vaisseau hémorragique est une autre option thérapeutique utilisée. Finissons l'étude des hémorragies digestives hautes en soulignant que les hémorragies non varicielles ont un meilleur prognostic que les hémorragies varicielles. Cette issue plus favorable peut être attribuable au fait que 90% des saignements non variciels cessent de façon spontanée. Pour résumer, l'hématémèse, le méléna et les rectorragies sont des symptômes qui doivent faire suspecter une hémorragie digestive haute. En présence de saignements actifs, il faut d'abord stabiliser le patient en assurant une perfusion et une oxygénation corporelle adéquate. On peut ensuite passer au questionnaire et à l'examen physique afin de tenter d'identifier si le saignement est variciel ou non. On débute ensuite un traitement médical empirique pour essayer de cesser le saignement. C'est l'endoscope qui nous permet de confirmer notre hypothèse diagnostique et même souvent de régler l'anomalie sous-jacente. Pour les quelques cas qui ne répondent pas au traitement par endoscopie, diverses méthodes thérapeutiques plus poussées existent afin de faire cesser le saignement. C'est ce qui conclut notre podcast aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.